Parce que la loi a été définitivement discutée, elle sera officiellement votée par un vote solennel, mais on n'a pas eu, nous, ce qu'on appelle la petite loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le texte définitif, et je vous avoue que nous n'avons pas suivi dans le détail tous les amendements, comme vous auriez peut-être pu le faire, et surtout, il faut prendre ensuite le temps de les analyser, parce que la rédaction d'un amendement peut être parfois un peu rapide, et les conséquences de l'amendement peuvent être différentes de ce qui est voulu à l'origine. Donc il y a tout un... C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs d'avoir des lectures, parce qu'il y a tout un travail à refaire avec différents experts dans le cadre de l'émission pour bien vérifier que, déjà nous, on a peut-être l'intention de porter d'autres amendements, mais déjà pour bien vérifier que les amendements qui ont été pris en compte soient conformes à l'intention du législateur. Donc ça c'est le premier point, et je le dis d'autant plus que c'est une loi assez large. Alors tu as dit que c'était une loi de programmation, en fait elle n'est pas totalement une loi de programmation, c'est-à-dire que quand on avait voté, nous, le Grenelle, on avait vraiment distingué deux lois. La loi dite Grenelle 1, qui était une loi pure de programmation qui fixait des objectifs et des ambitions, et ensuite un énorme texte qui s'appelait Grenelle 2, qui touchait effectivement tous les secteurs et qui là était vraiment un texte technique qui d'ailleurs n'avait pas fait l'objet de discussions extrêmement politiques entre guillemets, puisqu'il avait été réellement élaboré par les administrations avec les différents acteurs concernés. Ce qui d'ailleurs a abouti à un texte que j'ai trouvé extrêmement complexe et pour ma part en tant que ministre pas évident à défendre tout le temps. À la fin du Grenelle 2, je me suis dit on a vraiment fait un monstre parce qu'on a beaucoup ajouté de réglementation dans ce texte. Alors la loi dite de transition énergétique, c'est un peu un mixte des deux. C'est un mixte des deux puisqu'elle fixe effectivement des objectifs dits ambitieux. C'est vrai que les objectifs, à la limite, la plupart d'entre vous, c'est difficile d'être contre, d'autant qu'ils sont assez loin dans le temps. Il y a quelques objectifs intermédiaires en 2025 ou 2030 et la plupart des objectifs sont en 2050. Et puis des dispositions techniques dont la très très grande majorité sont des dispositions qui existaient, mais qui ont été corrigées parce qu'elles avaient des défauts, et c'est vrai. Je voudrais vous citer simplement l'exemple du crédit d'impôt développement durable. En fait, on est revenu sur le crédit de développement durable qui avait été décidé dans le cadre en 2007-2008. Donc on est revenu à l'origine de ce crédit qui avait été au fur et à mesure réduit. Donc c'est pas une mauvaise disposition, au contraire, hein, mais simplement pour vous expliquer qu'il y a peut-être le chèque énergie qui est une vraie nouveauté, même s'il remplace... Il accompagne des dispositifs existants, mais la plupart sont des dispositions qui existent. Donc ce sont des corrections de dispositifs. Ce qui a amené d'ailleurs certains think tanks, comme la Fabrique écologique, à dire que ce n'était pas une loi de transition, c'est plus une loi d'adaptation de la législation existante. Donc sur ce qui me laisse toujours assez dubitative, et c'est la complexité de notre exercice, c'est que quand on fixe des objectifs à 2050, tout le monde est d'accord. En général. Quand il a fallu que les discussions portent sur des objectifs intermédiaires, notamment de réduction par exemple de la consommation d'énergie à 2030, là les discussions ont été beaucoup plus vives, même si dans l'optique politique 2030 c'est demain, pour les acteurs concernés, et notamment les acteurs industriels, 2030 c'est déjà dans pas mal de secteurs, je pense par exemple à l'automobile, des choses qui déjà se pensent aujourd'hui. Donc là, d'ailleurs, les objectifs intermédiaires ne sont pas très nombreux dans la loi. Donc, quant à ta deuxième question sur comment est-ce qu'on fait effectivement pour faire des économies d'énergie en général, le texte fixe des objectifs de réduction de 50% de la consommation d'énergie finale en 2050, et donc c'est là où il y a eu débat sur les objectifs intermédiaires en 2030. Ça, c'est je pense que c'est un des points clés. Beaucoup de ces détracteurs considèrent que le texte est trop carbocentré, c'est-à-dire qu'il est très centré sur des objectifs de réduction des émissions de carbone, hein, pour l'essentiel. Gaz à effet de serre, c'est moins clair, en tout cas réduction de carbone. Je trouve que par rapport à ce que nous avions pu écrire,
il comporte effectivement vraiment des objectifs de réduction de consommation d'énergie et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors que dans la loi Grenelle, on était beaucoup plus carbocentré, entre guillemets, que ce texte de loi. Et l'essentiel de l'effort est le même que celui qu'on avait décidé à l'époque, à savoir l'essentiel de l'effort porte sur le secteur du bâtiment en général, mais j'y reviendrai. Ensuite, la question des transports pour la réduction de la consommation d'énergie. Et ensuite, un petit peu, mais c'est pas très clair, via le modèle économique et notamment la référence à l'économie circulaire. De fait, il y a quand même quelques éléments qui manquent dans le texte, qui ne sont pas clairement traités. On traite bien du logement, on ne traite pas de l'urbanisme en tant que tel, ou très peu de la question de l'urbanisme en tant que tel, et notamment du lien entre urbanisme et transport. C'est quand même le sujet central. On voit très bien que les villes qui émettent le plus de gaz à effet de serre, ou qui sont les plus consommatrices d'énergie, sont des villes qui sont très étalées. Le type de ville étant les villes américaines. Et celles qui, proportionnellement, émettent le moins de gaz à effet de serre ou consomment le moins sont des villes plus comme Hong Kong, par exemple, qui sont très concentrées et très denses. On ne retrouve pas tellement ces éléments dans le texte. Deuxièmement, pour ce qui est des transports, alors, deux éléments. Le premier, c'est qu'on fait assez peu, c'est très centré sur les technologies, les techniques de transport. C'est très peu centré sur l'organisation du système de transport. Et notamment sur la possibilité, quand vous voulez vous rendre d'un point à un autre, de cumuler différents modes de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de proposer des systèmes de mobilité et pas dire le modèle du véhicule du futur sera forcément électrique ou hybride, ou ça dépend des lieux, ça dépend des usages. Et donc ça, c'est un élément qu'on ne retrouve pas. Moi, je cite souvent l'exemple de Singapour qui a mis en place une autorité organisatrice des transports qui est assez intéressante parce qu'elle permet, dans un seul système, de cumuler l'ensemble, de combiner l'ensemble des systèmes de transport, qu'ils soient publics ou privés, et y compris les systèmes de stationnement, et d'offrir un service complet à l'usager, alors pour le particulier en l'occurrence. On peut imaginer la même chose pour le système des marchandises. Et il faut quand même se souvenir que pour l'avenir, le point le plus délicat, c'est le transport de marchandises. Pour l'avenir, le point sur lequel aujourd'hui on n'a pas de solution encore définitive, c'est la question du transport de marchandises qu'on trouve assez peu traité finalement dans ce texte. Donc ça c'est sur le parti économie d'énergie. Ensuite, donc, tu m'as posé des questions sur comment est-ce qu'on va transférer vers des énergies non carbonées. Alors là, on a les fameux deux objectifs, de 32% d'énergie renouvelable en 2030 et de la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Si on voulait être totalement honnête, on pourrait dire, mais attendez, enfin, si on est honnête d'ailleurs, parce que vous êtes tous honnêtes, j'imagine. Attendez, la réduction de la part du nucléaire, c'est pas une logique carbone. Parce qu'à la limite, en termes d'émissions de carbone, le nucléaire est une énergie qui est plutôt bien placée. C'est un autre objectif, et d'ailleurs je dis souvent à mes interlocuteurs verts, quand vous battez sur le nucléaire, ce n'est pas un débat écologique. Parce que si on fait un bilan écologique du nucléaire, à la limite, ce bilan peut être très bon en termes d'émissions de carbone, en termes d'empreinte au sol, en termes d'atteinte à la biodiversité, en termes de rejet de polluants. Le bilan est bon. Donc c'est un autre sujet que vous portez. Ils n'aiment pas entendre ça, mais enfin, c'est vrai, c'est une question de sûreté, de sécurité, de choix politiques, de choix stratégiques. Mais ce ne sont pas des... donc cette partie sur le nucléaire, j'allais dire finalement par rapport à l'objectif du texte, elle porte une autre ambition que l'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous, dans notre parti, nous avons effectivement affiché l'ambition de réduction de la part du nucléaire, mais dans un objectif global, dès lors que nous allons augmenter l'ensemble des autres énergies, mécaniquement la part du nucléaire va baisser. Mais on fixe l'objectif au plus tôt à 2040. Avant, de toute façon, vous savez pour moi que c'est purement théorique. Donc le transfert vers des énergies non carbonées, dans le texte en tout cas, c'est vraiment un transfert qui est basé sur du développement d'énergies
non carbonée. Encore, on n'est pas aux objectifs. Hein. Quand on regarde l'ensemble des objectifs, ça ne colle pas totalement. Et beaucoup d'aspects très technologiques, peu d'aspects organisationnels. Mais enfin, pour terminer, la question de la fiscalité. C'est là où le bas blesse, finalement. C'est là où le bas blesse, puisque la transition écologique et énergétique, selon les estimations, c'est entre 10 et 25 milliards d'euros par an. Dans le texte, pour le gouvernement, on se fixe à 10 milliards d'euros par an. Or, comment est-ce qu'on peut imaginer effectivement engager une vraie transition structurelle, parce que c'est ce qui est affiché par le gouvernement, sans en même temps toucher aux fondements de l'économie, et ces fondements, ils s'incarnent par la fiscalité. La situation de la France, quand même, par rapport aux autres pays européens, elle est très particulière, parce que nous taxons plus le travail via les charges sociales. Nous taxons plus le travail que la moyenne des autres pays, et par contre, on taxe beaucoup moins les pollutions, puisque quand on rapporte la part de la fiscalité écologique dans l'ensemble des prélèvements obligatoires, on se situe avant-dernier en Europe. Donc la logique serait de dire, puisqu'on préfère le travail à la pollution, dans le choix collectif, la logique serait de dire on bascule l'un vers l'autre. Il n'y a vraiment rien. Bon, la démission d'ailleurs du président du comité pour la fiscalité verte est un signe assez fort et assez dur pour le gouvernement, puisqu'il a dit lui-même, écoutez, j'ai pas de réponse, je ne peux pas continuer à avancer. Donc il n'y a rien sur la fiscalité dans ce texte. D'ailleurs, les objectifs d'augmentation de la contribution carbone ne sont pas affichés dans le texte. Il y a eu beaucoup de débats et de tergiversations. Il y a eu un amendement apparemment très ambigu qui a été voté. Mais la contribution carbone, vous savez que dans sa conception initiale, si on reprend le fameux rapport Quinet sur la valeur tutélaire du carbone, il nous avait expliqué, il avait dit qu'il fallait fixer une pente sur cette valeur du carbone, pour une pente à long terme, pour inciter effectivement les acteurs économiques et leur permettre d'adapter leur choix d'investissement dès à présent en fonction de cette évolution du prix du carbone. Si on met une contribution carbone avec un prix, en plus un prix de base qui est quand même extrêmement faible, sans afficher une pente, ça a peut-être un intérêt budgétaire, et encore, mais en tout cas, ça n'a pas d'intérêt structurel pour évoluer vers une économie moins consommatrice d'énergie, surtout plus décarbonée. Donc ça, c'est le point sur la fiscalité. Donc pas de basculement ni du travail vers la pollution, pas de contribution carbone, donc pas d'objectifs globaux. En parallèle, dans la loi de finances, on est plutôt pour la suppression de certaines taxes à faible rendement. Alors ça peut se discuter, mais on ne sait pas par quoi elles pourraient être ou non remplacées. Donc pour moi, c'est un énorme point faible de ce texte, parce que ça lui retire beaucoup de crédibilité. Et si on est dans une loi présentée comme une loi de programmation, et qu'en parallèle on dit sur le plan fiscal on ne fera rien, parce que par définition la fiscalité, si elle est écologique, est punitive, parce que c'est le discours finalement qui est porté, difficile dans ces conditions de convaincre les acteurs économiques. Ils ne sont pas fous, ils sont quand même des gens plutôt sensés. Et puis quand on constate qu'en parallèle le budget du ministère de l'écologie a baissé de 16% depuis 2012 et celui de l'ADEME de 20% depuis 2012, comment est-ce qu'on va financer le doublement du fonds chaleur? On nous annonce ce doublement du fonds chaleur, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai qu'en termes de carbone économisé, la biomasse est vraiment l'une des énergies les plus intéressantes et les plus pertinentes. Sauf que je ne sais absolument pas comment nous allons pouvoir financer ces différents éléments. Ça, ce sont différentes questions que nous pourrons nous poser à l'occasion et de l'examen de cette loi et de la loi de finances. C'est toujours un peu la difficulté, c'est que les outils sont séparés dans deux textes de loi qui finalement ne portent pas du tout les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Voilà en quelques mots, je ne veux pas être trop longue parce que je pense qu'il y a énormément de questions qui vont être posées, ou peut-être